Bonjour. Vous allez bien? Vous m'entendez bien? Ça va, ça va. Bon. Alors, contrairement à l'autre groupe, là, vous êtes groupe B, hein, c'est ça, hein? Si je me souviens bien, c'est groupe B, vous, hein. Contrairement à l'autre groupe, je regarde une chose. Alors, contrairement à l'autre groupe, nous avons la dernière séance, enfin la dernière partie du cours accouplement embrayage frein qui est en 2 fois. Donc il y a 2 heures aujourd'hui, il y a 2 heures, il y a 2 heures. Ah non, cool, j'ai 4 heures le mercredi 9 décembre. Comment ça se fait ça? Ah, c'est bien. Donc ça va nous permettre, on a encore 6 heures. Je croyais que j'avais que 4 heures, donc il nous reste encore 6 heures. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, je vais passer une partie du cours, je pense, voire peut-être tout le cours. Comme ça, ça nous laissera du temps pour faire le TD qui, si je fais le cours en 2 heures, le TD en 4 heures, ça passe bien, hein, je pense. Alors déjà, est-ce que vous avez téléchargé la présentation qu'on a préparée sur le Moodle? Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi le TD. Il y a aussi le TD, vous avez un TD. Alors, attendez, je vérifie, hein. Je l'ai mis l'autre. Voilà, TD limiteur embrayage frein. Là. TD calcul frein. Vous avez vu un peu le. Est-ce que vous avez regardé le TD? Parce que ça peut être intéressant de voir le TD avant de voir le cours aussi. Donc on a repris le sujet de train épi là avec le qu'on a utilisé, c'est le sujet d'un treuil pneumatique. Ouais, c'est bon, vous l'avez vu aussi ce TD? Ouais, bon. Donc là, moi ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, avant de commencer, si vous pouvez regarder un peu le TD, ça serait bien déjà au moins faire le schéma cinématique et réfléchir à la manière de résoudre et de répondre aux questions. Après, on va le reprendre hein, ensemble, évidemment, mais le fait de préparer un TD comme ça à l'avance, quand vous allez venir, vous allez voir, ça va être hyper efficace pour vous. C'est bon? On attaque, tout le monde est prêt? Bon, monsieur Grelier, comment vous allez-vous? Il y a Greux? Il m'entend pas. Monsieur Grelier? Bon, alors, on va attaquer, tout le monde est prêt? Alors, que je sorte ça, je vais partager mon écran. Je vais mettre un autre écran, comme ça je verrai les questions. Alors attendez, j'ai oublié. Je vais mettre un autre écran, comme ça me permet de voir vos réactions en même temps. Alors, si je veux voir les réactions... Voilà, on va essayer de faire comme ça. Alors j'essaie de bricoler quelque chose pour que je puisse voir à la fois vos réactions sur le BBB et voir et avoir le PowerPoint que je vais vous partager. T'as entendu ce que j'ai dit? T'as tenté de... C'est pas ça. Je fais ça comme ça.
Alors attendez, je suis en train de faire un petit test. Ah, super, c'est bon. Alors, là, j'ai ce que je veux. Je vais partager mon écran. Je vais prendre l'écran 2. Vous voyez? Ça charge peut-être pour certains. C'est bon. Je suis à l'IUT, donc normalement le débit est bien. Vous m'entendez bien? C'est pas saccadé, rien. Alors, c'est bon, parfait. Alors j'attaque. Vous avez cours peut-être derrière moi en plus? Vous avez quoi derrière? Lequel? Ah, Vincent. Ok. Oui, c'est liaison, c'est Vincent. Alors, je vais essayer de tenir les 2 heures, voire un petit peu moins, hein, comme ça vous fera une petite pause entre les deux. Et puis on va y aller. Et encore une fois, j'ai vu que j'avais 4 heures, donc ça c'est bien. Je comprends pas pourquoi j'ai eu 4 heures, parce qu'il me semble que Vincent, ça a dû être séparé. Ouais. Pour ça, je me disais à un moment donné, je me disais, tiens, c'est bizarre, on est en retard. Mais en fait, c'est qu'il avait 2 heures de plus que moi. 2 heures d'avance, donc c'est bon. Allez, ok. Donc là, vous avez vu, donc c'est un cours qui toujours rentre sur la partie transmission, transmission de puissance. Donc transmission de puissance, vous avez vu tout ce qui était, donc on a vu les trains cycloïdaux. On a vu après, vous avez vu les accouplements. Donc maintenant, on passe sur la partie limiteur de couple, embrayage et frein. Ok. Donc on va ici, si on va suivre le plan suivant, donc une mise en situation, les objectifs. Après, on traitera les limiteurs de couple, sans S, à couple d'ailleurs, les embrayages et les freins. Ok, donc on verra qu'il y a des similitudes qui sont très fortes entre ces éléments-là, et notamment entre les embrayages et les freins, ce sont des demi-frères. Alors, sur les généralités, alors je vais venir prendre peut-être ici de quoi montrer s'il le faut. Je vais prendre un pointeur laser, comme ça me permettra de voir aussi ça. C'est bon, vous voyez le pointeur laser? Parfait. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est j'ai un élément moteur, un élément récepteur. Donc l'élément moteur, ça peut être un motoréducteur, ça peut être un moteur hydraulique, ça peut être plein de choses. Et j'ai un élément récepteur qui, comme son nom l'indique, va recevoir donc l'énergie. Et l'objectif, c'est entre les deux de transmettre la puissance. Et nous, on aura soit un limiteur de couple, soit un embrayage, soit un frein, avec 3 fonctions différentes. Le limiteur de couple, comme son nom l'indique, il s'agit de limiter le transmis. Alors en fait, déjà, première question à se poser, est-ce que c'est l'élément récepteur ou l'élément moteur qui impose le couple au niveau du système? C'est l'élément récepteur. D'accord? Vous imaginez, là, vous avez un système, vous entraînez un treuil, de manière mécanique. Si c'est de manière hydraulique, eh bien, alors si c'est de manière hydraulique, on a un circuit hydraulique entre les deux. Je ne sais pas, du style, un moteur électrique entraîne une pompe, et puis on a un circuit hydraulique, et puis derrière on a un moteur hydraulique, et c'est le moteur hydraulique qui va entraîner le tambour. Donc pour éviter de soulever des charges trop importantes, on met un limiteur de pression dans le circuit. Si la charge est trop importante, la pression dans le circuit va devenir va augmenter et va arriver à la valeur limite du limiteur de pression et ne pourra pas lever la charge. Si par contre c'est un entraînement purement mécanique, donc j'ai un moteur électrique
qui entraîne le moteur, et bien entre les deux, je vais mettre un limiteur de couple. Ce qui fait que si je charge trop le treuil, à un moment donné, c'est le limiteur de couple qui va faire qu'on n'a plus de transmission entre le moteur et le récepteur. Donc ça permet aussi de protéger toute la partie en amont, c'est-à-dire la partie moteur, c'est-à-dire toute cette partie-là. Okay, et cette fois-ci, sans forcément action extérieure. Donc on verra que pour les limiteurs de couple, la seule action extérieure, ça sera sur du réglage de couple maxi. Après l'embrayage, l'embrayage, je pense que vous connaissez pour la plupart, hein, soit parce que vous conduisez ou que vous êtes en train d'apprendre ou que vous avez déjà vu. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir transmettre ou pas la puissance entre deux éléments et on va piloter cela de plein de manières différentes. Alors déjà, ça peut être de manière une commande manuelle, ça peut être une commande automatique, ça peut être une commande mécanique, une commande électrique, pneumatique, hydraulique, on verra tout ça. Et le frein, eh bien, c'est le frère ou le demi-frère de l'embrayage. Donc là, l'idée, c'est eh bien, d'évacuer de l'énergie cinétique en énergie calorifique. Voilà, je suis dans une voiture, là je freine, eh bien toute l'énergie cinétique du véhicule va passer par les freins sous la forme de chaleur. On va voir ça un petit peu plus près plus tard. Ok, là pour la mise en forme, et vous avez ici les schémas cinématiques. Donc vous voyez là le limiteur de couple. Donc là on représente un élément, hein. Cet élément là, c'est comme si on mettait une sorte de goupille, si vous voulez, entre les deux, et à partir d'une certaine valeur, boum, ça casse. Ouais, ça vous rappelle des choses, je suppose. L'embrayage, quelque chose de classique, et le frein, alors là ça représente plutôt des freins, style des freins à bande, on verra plus tard, même si c'est un petit peu moins utilisé maintenant. Alors je vais passer. Oh. You. Ah voilà, c'est bon. Donc sur les limiteurs de couple. Donc le principe de fonctionnement, c'est à partir du moment où j'arrive à une certaine valeur de couple, hop, eh bien, je ne transmets plus le couple. Il y a rupture de transmission. Ce qui est représenté ici, alors je vais essayer de zoomer un peu, ce qui est représenté ici, sur ce graphique. Vous voyez, là, j'ai le couple qui montre, alors de manière, on a fait une montée graduelle, là, on a représenté une montée graduelle du couple en entrée, et à partir d'une certaine valeur, on a rupture de transmission de couple. OK? Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Il existe plusieurs manières. Donc, pour transmettre de la puissance, vous avez vu que on peut transmettre de la puissance soit par adhérence, soit par obstacle. Vous avez vu ça en première année. Par obstacle, vous avez déjà vous avez les embrayages. Vous vous souvenez que dans mon cours les engrenages, pardon. Vous vous souvenez que dans mon cours d'engrenage, je vous parlais des roues de friction, où là, je transmets la puissance par adhérence. On a vu les poulies courroies, où on transmet aussi la puissance par adhérence, si on utilise des courroies trapézoïdales. Par obstacle aussi, quand on a des courroies crantées, des courroies synchrones. Et donc, au niveau des limiteurs de couple, on va voir les deux familles de la même manière. Transmission de puissance par adhérence ou transmission de puissance par obstacle. Alors là, il y a une notion, je ne l'ai pas dit, il y a une notion de couple résiduel, c'est-à-dire qu'une fois que mon limiteur de couple ne transmet plus la puissance, il reste quand même un couple résiduel exercé sur le moteur, sur la partie motrice. OK? Donc là, vous voyez, là, donc ça c'est, je ne sais pas si je ne me suis pas mélangé les pinceaux tout à l'heure, le couple à la sortie, et là c'est le couple à l'entrée. En fonction du couple à la sortie, on va voir ici le couple à l'entrée. D'accord? Bon. Je change. Alors le premier limiteur de couple qu'on vous présente, vous le connaissez déjà, puisqu'on l'a étudié en TD. Il s'agit d'un limiteur de couple avec une goupille de cisaillement. Voilà. Donc là, je transmets une puissance par obstacle. L'idée, c'est que si jamais j'ai un souci, que le couple devient trop important, j'ai calculé la section de la goupille de telle sorte qu'elle cisaille et il y a rupture de la goupille. Donc là, voilà, tout ce qu'on a ici, ça reprend en fait ce qu'on a vu en TD ensemble. OK, donc avec ici la contrainte
la contrainte maxi qu'on va accepter, contrainte de cisaillement, voilà, fois la section, donc là ça donne cette fois-ci contrainte fois la section, ça donne l'effort tangentiel, et fois le diamètre, ça donne le couple. Alors normalement c'est fois le rayon, mais vous vous souvenez, il y a en fait 2 sections de cisaillement, donc on a bien cette relation-là. Bon, je vous demande de vous référer, au TD qu'on a fait ensemble dernièrement. Voilà. Et donc à partir de là, eh bien, il faut, pour régler le couple transmettre, on va choisir tout simplement la section de la goupille. Alors, une intervention sur le mécanisme, arrêt puis démontage doit être réalisé pour remplacer l'élément rompu, évidemment. Là, cette fois-ci, ce limiteur de couple à rupture, c'est une fois que mon élément est cassé, ben, je suis obligé de tout arrêter pour changer mon élément. Donc ça coûte pas très cher, c'est une goupille, même une goupille Mecanindus, hein, ça peut aller très bien. Mais bon, ensuite, ça peut être, ça peut ne pas suffire comme solution et ne pas répondre vraiment au cahier des charges, dans le sens où parfois, eh bien, si je dois limiter le couple, eh bien, ça ne suffirait pas. Exemple, vous utilisez une visseuse, vous voulez limiter le couple exercé sur une tête de vis, sur une vis. Si vous utilisez ce système-là, eh bien, il faudrait changer de goupille à chaque fois que vous changez de vis à visser. Donc, évidemment, ça ne peut pas marcher. D'où d'autres systèmes. Alors, limiteur par friction. Donc là, on transmet la puissance par adhérence. Donc l'idée, je vais faire un zoom là-dessus, sur le principe, pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc l'idée, c'est un élément central. Ça va être, par exemple, l'élément qui va transmettre la puissance ou qui va la recevoir. Et puis là, un autre élément. Donc il faut transmettre la puissance entre la partie. Je pense que je ne vous montre plus rien là. Je me rends compte qu'il n'y a plus rien. Ah oui, c'est que je ne peux pas voir le pointeur laser si je zoome. C'est ça? Ah, c'est nul. Donc la partie ici, je dois transmettre la puissance entre cette partie-là, centrale. Et la puissance, elle va passer par où? En fait, elle va passer par l'intermédiaire ici de garnitures qu'on a mis de part et d'autre. Vous voyez ce qui est quadrillé là? Ce sont des garnitures qui sont collées par exemple sur un élément ou sur un autre, hein, tout dépend. Et donc la transmission se fait par adhérence au niveau du contact entre la garniture et la roue ici par exemple. Ou le pignon, vous voyez là, donc on représente un pignon là. Alors, si vous regardez ici, on a représenté aussi une rondelle Belleville. Ben, cette rondelle Belleville, elle va générer un effort axial. Et c'est en venant régler l'effort axial qu'on va régler le couple maxi transmis. Ben oui, parce qu'en fait, si on regarde en suivant la loi de Coulomb, hein, vous savez, la loi de frottement, plus l'effort axial va être important, et plus on va admettre un effort tangentiel important, en restant donc à la limite, à la limite du cône d'adhérence. Là, on parle de friction, mais en fait, là, c'est surtout l'adhérence qui est intéressante, puisque je suis à l'arrêt, enfin, je n'ai pas de mouvement relatif au début, et puis c'est lorsque j'arrive à une valeur de couple maxi que je commence à avoir un mouvement entre les pièces. Et on retrouve ici pour le réglage, dans la solution constructive du bas, un écrou en encoche. Donc là, je viens régler l'écrasement de mon ressort, et après, je viens plier la languette de la rondelle frein de mon écrou en encoche. Donc c'est pas très compliqué à comprendre, il me semble. Alors ensuite, l'intérêt de cet élément-là? L'intérêt de cet élément-là, c'est que ça ne coûte pas cher, c'est relativement simple. Ensuite, en termes de précision, ça peut être plus ou moins compliqué de vouloir avoir une précision qui tourne à des valeurs telles que inférieures à 5%.
Voilà. Donc là, on pourrait être limité par rapport à ça. Sinon, vous voyez, on peut aller quand même de 0,5 Nm à 10 000 Nm, ça commence à faire pas mal. Alors évidemment, après, ça dépend des dimensions de l'élément. Donc là, vous avez un tableau qui répertorie, par exemple, tout un tas de limiteurs de couple d'une solution de commerce. Alors, pour régler le couple de tarage, voilà, on peut utiliser des rondelles Belleville. Alors ça doit vous rappeler quelque chose, hein, puisqu'on avait vu un limiteur de couple en TP de CAO au début du semestre. Vous vous souvenez, quand vous aviez fait l'assemblage, on avait réalisé un moyeu, alors soit c'était avec moi, soit c'était avec Vincent Patelou, et on avait vu qu'on pouvait empiler en fait des rondelles Belleville. Et bien, selon l'empilage des rondelles Belleville, on va obtenir des raideurs du ressort différentes. Parce qu'en effet, les rondelles Belleville, cela revient à avoir un ressort. D'accord. Donc là, les rondelles Belleville vont pouvoir, donc le fait d'empiler les rondelles de manière différente, ça va nous permettre de générer des efforts axiaux différents. Et donc de jouer de cette manière-là sur le couple maxi à transmettre, tout en gardant la même géométrie. Il suffit juste d'orienter différemment les rondelles et j'obtiens des résultats différents. Alors, le graphique que vous avez là représente le couple qu'on va pouvoir transmettre en fonction de l'écrasement des rondelles. La flèche, c'est la flèche. Et en fait, là, vous avez des raideurs différentes. Donc, là, vous allez avoir un ressort qui s'écrase facilement. Donc, on peut avoir facilement une flèche, on peut avoir de grandes flèches. Mais évidemment, là, en termes d'effort, on a quelque chose de moindre. Donc, le couple à transmettre sera moindre. Voilà, ça sera le plus petit. Par contre, quand j'empile la 3 rondelles de cette manière-là, eh bien, c'est là où je vais avoir la raideur la plus grande. Donc, pour avoir la même flèche, il faut que j'ai un effort axial beaucoup plus important. Et donc, ça va se traduire ici en termes de couple transmis plus important. Et puis, le réglage intermédiaire me donne une raideur intermédiaire. Voilà. Donc là, on va pouvoir jouer sur le nombre de rondelles, sur l'empilage des rondelles. Voilà. Alors, ce qui est indiqué ici, c'est que là, on peut utiliser une clé dynamométrique pour venir régler l'écrasement de chacune des éléments. Vous voyez là, par exemple, donc on a tout un tas de ressorts là cette fois-ci. Donc là, c'est pas forcément des ressorts des rondelles Belleville. Et là, on va venir au niveau de chacun des ressorts, on va venir régler précisément avec une rondelle, avec une clé dynamométrique, on va venir régler le couple de serrage de chacune des vis. De cette manière-là, on va avoir le même effort tangent, le même effort axial, pardon, le même effort exercé par le ressort. Donc on va se retrouver avec quelque chose d'équilibré, un effort axial contrôlé, et donc un contrôle du couple maxi. Alors, un des inconvénients de ce genre de limiteur, c'est l'usure des garnitures. En fait, quand vous allez avoir une garniture qui va s'user, si je reviens en arrière, là, eh bien, si on a une usure des garnitures, forcément, les rondelles, là, le ressort, va se détendre un peu plus, et donc je vais diminuer en valeur de couple transmis, puisque la flèche étant un peu plus grande, ben, l'effort axial exercé sera un peu plus faible. On a un bon sujet là-dessus, d'ailleurs on pourrait le faire pour le semestre 4 d'ailleurs. Alors après vous avez une petite illustration, je ne sais pas si vous voyez bien. Après il suffit d'aller sur YouTube, vous devriez la trouver. D'accord? C'est chez un constructeur. Donc là, l'idée c'est de transmettre la puissance entre le pignon ici et puis l'arbre qu'on a là. On retrouve bien les croix en gauche là, avec sa rondelle frein. Et là vous allez voir des fois ça patine, voilà, là ça patine, donc ça veut dire que là je n'ai plus de transmission de couple entre les deux. Donc là le couple exercé en sortie, c'est-à-dire sur le pignon, devient plus grand. Et là on retrouve les rondelles Belleville
et la garniture. Ça, c'est une garniture et une autre garniture de l'autre côté. On prend un sandwich d'éléments. OK, donc là, avec la clavette qui reçoit la languette de la rondelle frame. OK, il y a pas, on ne met surtout pas de clavette entre l'arbre et le pignon, hein, puisque là, on aurait une transmission de puissance par obstacle, c'est pas ce qu'on veut. La rainure ici, c'est juste pour la rondelle frame. Donc voilà. Bon, je passe. Donc là, l'idée, c'est je peux transmettre une puissance. Là, je transmets une puissance. Si le couple devient trop important, mon limiteur à friction s'enclenche. Et là, cette fois-ci, je me retrouve avec un couple résiduel. Et ce couple résiduel, lui, il dépend au couple de glissement, c'est ce qu'on a dit là. Et oui, je vais avoir un frottement en fait. Donc là, je vais avoir un couple qui va être moins important. Par contre, je peux me retrouver dans trois cas différents, essentiellement. Premier cas, j'ai un glissement qui est rare ou de courte durée. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je frotte, je vais avoir échauffement. Et donc, le problème, c'est que je peux avoir des problèmes d'évacuation de la chaleur. Alors, si le glissement est rare ou de courte durée, ça ne posera pas de problème. D'accord? Donc, si par contre le glissement est rare, mais peut être de longue durée, l'idée, c'est de détecter le glissement et de déclencher une mise hors circuit du moteur. D'accord? Je peux mettre en place un capteur, je me rends compte qu'il y a un glissement, un capteur de position, hein, quelque chose de tout bête, ça ne coûte pas très cher. Et à partir de là, je viens jouer sur le circuit électrique et je n'alimente plus le moteur. Par contre, dans le cas où le glissement est très fréquent, eh bien là, ça veut dire que j'ai un vrai souci dans ma chaîne de transmission de puissance. Et là, il faut revoir, hein. La solution ne se situe pas dans le limiteur, mais se situe certainement dans la conception de la chaîne de transmission de puissance. Et donc là, si vous regardez les ABAC, vous allez avoir des ABAC chez les constructeurs où on prend en compte ce bilan thermique. Voilà. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais juste pour vous dire que, eh bien, il faut prendre en compte cela. Alors attendez 2 minutes, je suis à côté des licences, ils ont mis de la musique et ça m'agace, ça me déconcentre. Attendez 2 minutes. Excusez-moi, me revoilà. Donc voilà en ce qui concerne le limiteur de couple. Donc attention quand même, là le problème du limiteur de couple à friction, ça peut être justement ce problème thermique. OK? D'où l'utilisation d'autres limiteurs et on verra plus tard. Alors, autre chose, vous avez aussi des limiteurs de friction multidisques, pardon. Voilà, donc là, là c'est pareil, hein, là, donc là, il faut faire attention. L'intérêt des limiteurs multidisques, c'est que je peux transmettre un couple beaucoup plus important pour un encombrement radial moins important. Évidemment, en encombrement axial, je vais augmenter légèrement, mais en fait, en mettant plusieurs disques, j'augmente tout simplement la surface de transmission de puissance. Bon, je vais passer assez vite là-dessus. D'où une autre série de limiteurs de couple. Là, cette fois-ci, je vais passer sur la transmission de puissance par obstacle. Et là, on retrouve, je ne sais pas si vous reconnaissez, en bas à droite, on retrouve le limiteur de pression qu'on avait étudié en CAO ensemble. Hein. Donc là, l'idée, c'est je transmets la puissance je veux transmettre la puissance entre la partie que je montre ici et puis la partie là.
OK, et la partie là. Alors, la partie là, pardon. Et cette partie-là. Alors, comment je fais? Eh bien, en fait, là, la puissance va passer par les cannelures, pardon, va passer par les cannelures, et à un moment donné, je vais avoir la puissance qui va être transmise ici par l'intermédiaire des billes. Quand le couple devient trop important, les billes vont sortir de leur logement et je vais venir écraser ici ces rondelles-là, les rondelles Belleville. Mais en fait, c'est l'effort axial exercé par les rondelles qui va régler, encore une fois, le couple transmis. Il suffit qu'on vienne mettre en place ici un capteur, vous voyez, dans la gorge ici, et si jamais j'ai un déplacement de cet élément-là, eh bien, je vais pouvoir actionner le capteur. Et de cette manière-là, arrêter l'entraînement du moteur électrique. Donc, c'est une sécurité. Donc ça, c'est l'équivalent. L'équivalent, c'est ce que vous avez sur les visseuses qu'on a à la maison. Hein, et le bruit que vous entendez, c'est le bruit, tout simplement, des billes qui sortent de leur logement. Le petit claquement, là, vous voyez, quand on visse, eh bien, c'est ça. Et là, on va retrouver, en gros, ce qu'on avait vu en TP ensemble. Hein. Vous allez le reconnaître. Donc, les deux éléments. Voilà. On retrouve les billes ici. Voilà. On retrouve là les éléments où vont s'insérer les billes d'un côté et de l'autre. Ah, c'était plus vite que ce que je voulais montrer. Voilà. Et puis, je viens mettre ici mon organe de sortie. Voilà. Là, j'ai eu à un moment donné un couple trop important. On est venu, on a vu qu'il y avait eu un déplacement avec ici le, le capteur et on a arrêté d'entraîner le moteur. OK? Voilà. Donc là, on va retrouver ici un petit peu, alors au cours du temps, là, vous voyez, un diagramme au cours du temps, un chronogramme, si on peut dire, en fonction du couple exercé sur le moteur. Donc là, on a un couple nominal, et puis on va arriver à un couple transmis qui va arriver au couple du réglage du limiteur de couple. Donc à partir de là, on va débrayer, si j'ose dire, on ne va plus transmettre la puissance, et on va retomber à une valeur de couple résiduel mini, là, sur laquelle on ne peut rien. Donc tout dépend voilà, de la construction du système. Et puis lorsqu'on va avoir un passage des billes dans l'obstacle, puisque les billes vont, ça va, de temps en temps, les billes vont retomber dans un logement, eh bien on va remonter jusqu'à une valeur maxi du couple résiduel. D'accord? Avec l'effet dynamique, on ne montera pas plus loin. Et là, ces petits créneaux-là, c'est à cause de ça qu'on entend du bruit quand on utilise une visseuse. On arrive à une certaine valeur de couple, hop, les billes sortent de leur logement, et si j'insiste, eh bien, je vais entendre un petit claquement, et là, c'est à chaque fois que j'ai une bille qui passe dans un des trous. Alors là, par contre, la précision, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, contrairement à ce qu'on a sur des limiteurs à friction, là, on arrive à avoir des précisions de 5%, même des fois un poil en dessous. Donc là, c'est vraiment des solutions qui coûtent plus cher, mais qui peuvent répondre mieux à des cahiers des charges où je veux vraiment maîtriser le couple maxi transmis. Alors l'avantage aussi, de toute façon des deux côtés, sur ce que je vous ai montré avant et puis maintenant, c'est que si c'est utilisé de manière instantanée, hein, c'est-à-dire tout le temps, eh bien, je vais retransmettre de la puissance juste derrière. Je n'ai pas besoin d'intervention. Ce n'est pas toujours le cas. Donc là, par exemple, j'ai des limiteurs à rouleau. Donc c'est un peu la même chose. Je vais pouvoir transmettre plus de couples, puisque je vais avoir ici des rouleaux, les débits. Donc là, sur le dessin, on dirait, ouais, on ne voit pas la différence. Mais en fait, là, ce sont des cylindres, des rouleaux. Donc vous imaginez bien que la pression de contact va être plus petite par rapport à une solution par bille pour des couples transmis identiques. Donc je vais pouvoir transmettre beaucoup plus de couples.
Ok, donc le principe c'est toujours le même, j'ai un logement, et cette fois-ci j'ai des rouleaux qui roulent l'un sur l'autre. Alors on verra après avec sur une vidéo juste derrière. Et on va venir écraser ici un système avec des ressorts, pareil, même principe, qui crée un effort axial. Donc vous avez compris que c'est toujours la même chose. Je règle un effort axial, et selon l'effort axial que je règle, je vais pouvoir régler de cette manière-là le couple transmis. Ok, donc on va voir ça sur une vidéo. Il me manque une vidéo. Bon, on verra après, je vous la montrerai peut-être après. C'est bizarre, je l'ai pas. Vous avez une vidéo, vous, sur ce que vous avez, non? Normalement, il y a une vidéo, là. Bon, je continue sur les limiteurs. Les limiteurs, c'est le plus long. Donc ici, si je continue, toujours le même principe, limiteur à rouleau. Donc là, avec une autre ici, une autre solution. Mais vous voyez, on marche toujours le même principe. J'ai un obstacle. Voilà. À partir d'une certaine valeur. Alors là, ce que je veux faire, c'est transmettre un coup par cet intermédiaire de là à là. Ok, on passe par là, comme ça, ici. À partir d'une certaine valeur de couple, le rouleau va sortir de son logement. En sortant de son logement, de cette manière-là, je vais pouvoir, ici, je vais avoir un débrayage de cette manière-là, ce qui fait que je ne vais plus transmettre la puissance entre les deux, et je ne transmettrai plus le couple. Ok. Et le réarmement, c'est ce qu'on indique. Cette fois-ci, par contre, il faut une action où je vais venir pousser sur cet élément-là pour ramener ici les rouleaux dans sa position intermédiaire, pour venir les coincer là. Alors attention, hein, vous voyez ça là, ce que je montre là, et là c'est la même pièce. Donc là, je suis venu faire un petit trou dans cette pièce-là, la pièce 6, pour venir mettre le rouleau. Après, vous avez les limiteurs dits cunéiformes. Alors, ça veut dire quoi, ces limiteurs du cunéiformes? En fait, c'est qu'on utilise cette fois-ci une solution par obstacle, comme précédemment, entre billes et rouleau. Sauf que là, on utilise un système, ça ressemble un peu vous voyez, il y a un axe avec ici une tête un peu plus grosse. Ça ressemble à des clous, forme de clous. Donc là, en fait, quand on va transmettre la puissance et que la puissance devient trop importante, en fait, ces éléments, vous voyez, donc là, il y a deux chanfreins, ils vont tourner sur eux-mêmes, et en tournant sur eux-mêmes, ils ne transmettront plus la puissance. Voilà, le principe, c'est ça. On les rencontre un peu moins maintenant qu'à une époque. Donc je passe un peu plus souvent, je vais un peu plus loin, je passe un peu vite là-dessus, pardon. C'est pas les limiteurs qu'on voit le plus souvent actuellement. Ce qu'on voit le plus, c'est les limiteurs à billes, puis après les limiteurs à rouleau pour des couples à transmettre plus importants. Ou les limiteurs à friction aussi. Et voici pour la partie limiteur. Alors attendez, bougez pas, je trouve ça étonnant. Il me manque quelque chose. Ah oui, je la vois. Et c'est que j'ai fait des corrections ce matin et sans faire gaffe, j'ai mis, alors ça ailleurs, bougez pas. Voilà. Je suis désolé, normalement cette vidéo, elle va avant, mais c'est bien de la voir. Vous allez voir, voilà, donc un limiteur à rouleau, vous avez les deux rouleaux. Et là, on voit bien sur cette dock, on tourne dans un sens ou on tourne dans l'autre. Vous voyez, là, ça se déplace. Là, j'ai un couple trop important, ça se déplace. Alors, il est important de regarder, j'étais en train de montrer, j'avais plus le pointeur laser, de regarder ce qui se passe dans cette zone-là. Dans cette zone-là, vous avez vu, vous avez un index qui passe. Tant que mon couple est trop important, de toute façon, je passe. Et c'est surtout que il faut réarmer. Et pour réarmer, je suis obligé de tourner dans l'autre sens, vous avez vu, pour venir en appui là-dessus. Là, on le voit bien au ralenti. Je viens là, je viens d'appuyer là-dessus. Et je ramène tous mes éléments derrière. Et là, je réarme. Donc là, quand j'ai, sur ce limiteur de couple-là, quand j'ai eu un couple trop important, il faut réarmer derrière. Ça ne se réarme pas forcément automatiquement comme ça, aussi facilement. Voilà, donc selon ce que je veux dans mon cahier des charges, je vais faire d'une manière ou d'une autre. Alors, bougez pas, je reviens sur les embrayages. On a fait le plus dur là. Les limiteurs de couple,
je pense que c'est le plus dur à comprendre. Voilà. Là, cette fois-ci, on va passer sur les embrayages. Alors, attendez que je revienne là. Donc ici, sur l'embrayage, alors ce qui concerne les embrayages, donc là, l'idée, c'est toujours transmettre la puissance entre deux arbres, mais de pouvoir, si je veux, avoir une rupture de transmission de puissance par une commande extérieure. Exemple, quand je veux changer de rapport sur une voiture, à commande manuelle, ce qu'on appelle la rupture de couple, on verra ça au semestre 4, j'appuie sur la pédale d'embrayage et de cette manière-là, je débraye. C'est-à-dire que je désaccouple l'arbre de transmission entre le moteur thermique et la boîte de vitesse. Alors, une petite remarque, le limiteur de couple, il ne possède pas de commande extérieure. Alors que là, pour un embrayage, il me faut une commande extérieure. D'accord? Alors, comment ça passe? Alors, en fait, on va assurer un démarrage progressif du récepteur. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des vieux de la vieille qui vous ont dit fais patiner l'embrayage. Voilà, quand on veut commencer à démarrer une voiture, on va commencer à faire patiner l'embrayage pour transmettre progressivement le couple, sinon on cale, si on a un moteur thermique. Alors évidemment, avec les voitures électriques, c'est encore autre chose. Hein. On n'a plus d'embrayage comme ça. L'entraînement du récepteur peut être annulé sans avoir arrêté le moteur. Et oui, quand vous arrivez par exemple à un feu rouge, voilà, vous débrayez et vous vous mettez au point mort par exemple de votre boîte de vitesse. Séparation, vous pouvez cesser rapidement, c'est-à-dire que c'est de l'instantané. Vous débrayez, hop, et d'un seul coup, il n'y a plus de transmission de couple. Ok. Économie, évidemment, les éléments, si tu as pris l'embrayage, ne consomment plus d'énergie, etc. Bon. Alors, comment c'est foutu ça? Alors ici, alors tout dépend des systèmes d'entraînement. Donc, on va voir par obstacle, par friction, par action indirecte, poudre, etc., etc. De type de commande extérieure, soit c'est la mécaniquement, ce qu'on a sur une voiture par exemple. Ça peut être électromagnétique, ça peut être hydraulique, ça peut être pneumatique. Alors ensuite, soit c'est la position débrayée qui est souvent maintenue, soit c'est la position embrayée qui est maintenue par les ressorts. Ça dépend comment je fais. D'accord? Et puis là, vous avez les deux idées. D'accord? Donc là, on représente, j'étais en train de vous montrer des choses, mais vous ne pouvez pas voir. Voilà. Je reviens sur le BBB. Voilà. Donc là, vous voyez ici, ça représente une bobine non alimentée, alimentée. Donc quand j'alimente la bobine, ça veut dire que là, je viens ici embrayer. Si je n'alimente plus, je débraye. Vous avez vu là, les ressorts. Ici, quand j'alimente la bobine, je vais attirer cet élément-là, qui va venir écraser les ressorts. Et en venant déplacer cette pièce-là, en forme de U, je vais venir écraser ici sur des disques. Et je vais transmettre la puissance de cette manière-là, à la fois par adhérence et par obstacle. Par adhérence, parce qu'entre les disques, ici, j'ai des garnitures et je vais transmettre la puissance par adhérence. Et par obstacle, parce qu'en fait, j'ai une liaison glissière entre chaque élément, chaque disque, et soit la pièce de droite, soit la pièce de gauche, pour transmettre la puissance. Donc on verra un peu mieux sur des exemples. Et là, ça marche un peu de la même manière. J'ai inversé la position des ressorts et autres. Donc je vais passer un peu plus vite là. Donc un principe de fonctionnement, je passe, c'est pas le plus intéressant, on va voir après. Donc là, l'idée, c'est toujours la même chose. Donc je veux transmettre un couple nominal. Donc là, il n'y a pas d'histoire de couple maxi, couple, etc. C'est pas un limiteur de couple. Là, j'ai un couple résiduel au début. J'envoie la commande. J'ai mon embrayage qui va patiner entre guillemets. Donc je transmets la puissance de manière graduelle. Et puis d'un seul coup, là, j'arrête la transmission de puissance. Alors c'est pareil. Là, cette phase-là est beaucoup plus rapide que celle-ci, généralement.
mais je vais passer par un petit temps là où je vais diminuer la transmission de puissance. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant que là, j'ai un glissement entre les deux éléments, que mon embrayage patine, entre guillemets, eh bien, il y a toujours une idée d'énergie calorifique qui va être créée due au frottement entre les deux parties, entre les plusieurs parties, entre les différentes parties de l'embrayage. Et donc, quand on calcule un embrayage, il faut considérer cet aspect thermique. Alors, généralement, la thermique, ça ne plaît pas trop aux mécanos, hein, qu'on connaît. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se base sur des docs constructeurs qui ont été établis de manière empirique, par l'expérience. Okay. Voilà. Alors, ça, on va revenir après. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Voilà, donc je pense avoir fait le tour. C'est bon, là, je perds. Ce cours est peut-être plus difficile hein, à distance. Ça va, c'est bon, je continue? Alors. Donc ici, après, donc voilà, il y a la partie théorique. Je ne pense pas que je la traite plus que ça aujourd'hui, la partie théorique, sauf si j'ai le temps à la fin. Parce qu'on va le voir en TD, ça. On va le voir en TD et on va avoir le temps de le voir très bien. Mais l'idée, c'est de voir ici, vous avez une transmission de puissance sous la forme d'un tore, comme ça, là, hein, une sorte de disque voilà, avec un rayon intérieur et un rayon extérieur, un diamètre intérieur, un diamètre extérieur. Vous avez déjà vu ça avec Jaja au premier semestre quand vous faisiez l'adhérence. Donc là, il y a une relation que vous avez dû voir avec Alain Jardry en considérant le rayon moyen et une relation que vous avez dû voir en considérant vraiment les vrais rayons. Alors pour y arriver, il faut partir ici de ce qui se passe sur un petit élément. Et là, c'est un petit bout de vache qui rit, si vous voulez. Hein. Et là, si vous regardez bien, je vais faire un zoom. Voilà. Est-ce que là, vous devez plus voir ce que je montre, mais vous avez ici un petit élément qu'on définit avec un petit angle dθ, situé à un diamètre, un rayon, pardon, ρ, là c'est un rayon ρ, et avec une petite épaisseur d de ρ. Voilà. Donc à partir de là, on est capable de calculer la surface de ce petit élément qu'on appelle ds. Et en fait, c'est tout simplement la valeur de l'arc multipliée par l'épaisseur. La valeur de l'arc, c'est l'équivalent de Rθ, hein, sauf que là, le R, c'est ρ. Θ, en fait, c'est dθ. Donc, ça fait R dθ. Et R dθ que multiplie donc dρ, ça me donne la surface. La petite surface. La valeur tangentielle qui résulte, eh bien, dépend de l'effort normal. L'effort normal, en fait, c'est quoi? Là, c'est un petit effort normal. Si je connais la pression, c'est la pression fois ds. Donc, pression fois ds fois le coefficient de frottement, ça me donne dt. ds, je l'ai calculé précédemment. Donc là, je vous donne vraiment les idées. Après, on reprendra ça hein, en TD. Et puis après, pour calculer le couple, ben la petite valeur de couple que j'obtiens ici, avec ce petit élément, c'est la valeur élémentaire de l'effort tangentiel que multiplie le bras de levier, là, c'est qui est R, enfin le rayon, ici ρ, pardon. Donc je fais ρ fois dt. Mais dans le dt, il y a P fois ds, fois F, coefficient de frottement. Et dans ds, j'ai ρ dθ fois dρ. Donc je vais me retrouver avec du ρ2. Voilà. Et on se retrouve à un moment donné avec du ρ2, etc. Avec F fois P en facteur. Et après, j'ai une histoire d'intégrale. Et puis ça se fait. Bon, on le refera, mais c'est pour vous dire d'où ça vient. OK. Et puis quand on développe et qu'on fait le calcul des intégrales avec les primitives, etc., on arrive à cette relation-là en écrivant la valeur de la pression de cette manière-là.
Donc là, on va faire un TD, le TD qu'on va faire ensemble, et on va utiliser cette relation-là. Alors quand je dis qu'on va utiliser, on va tout faire. Hein. Ok. Ça vous fait mal à la tête, ce genre d'approche mathématique? Un peu? Bon, on ira tranquillement. Si j'ai le temps là, je pourrais le reprendre un peu là, à la fin. Ok. Ben, à distance, c'est la misère. Déjà à distance, faire le cours à distance, c'est pas marrant. Hein. Tu me diras, on n'a pas l'habitude, on n'est pas bien formaté encore. Hein. Même si on progresse, il y a des choses. La technologie, je trouve que c'est vraiment difficile hein, à faire passer à distance. Enfin bon. Alors, quels sont les différents paramètres qui vont influer? Ben, les rayons. Alors là, j'ai mis rayon moyen, mais on a mis rayon moyen, mais en fait, c'est vraiment la position de la surface. Vous comprenez bien que plus le rayon est grand et plus le couple va être important, le freinage. Mais l'effort presseur, ben oui, plus j'appuie fort, plus je freine. Et puis aussi le type de garniture, donc le coefficient de frottement qu'on va utiliser. Alors donc là, on a, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à Limoges, on a donc Valeo, hein, dont c'est le métier. C'est pas forcément, comment dire, là, ce sont des parties de l'industrie automobile française qui vont évoluer, hein, puisque avec l'apparition des voitures électriques, avec l'utilisation des voitures électriques, on n'aura plus besoin de ces embrayages-là. Pas de cette manière-là, pas telles qui sont utilisées en tout cas. Là, je vous donne des valeurs, on vous a donné des valeurs là, de coefficient de frottement. Mais ensuite, si je regarde les embrayages, donc nous, on va voir ici, alors, alors je reviens sur ça, sur l'histoire de matériaux, hein, les matériaux, c'est quelque chose d'important. Hein, là, je me souviens, dans les années, début des années 2000, avec un autre collègue qui est à la retraite maintenant, que vous n'avez pas connu, j'avais suivi un auditeur CNAM, donc quelqu'un qui est devenu ingénieur CNAM, donc c'était par le biais des cours du soir, ça n'existe plus sur Limoges, c'était nous qui faisions les cours en génie méca. J'avais suivi donc un auditeur CNAM qui a passé toute une année chez Valeo à Limoges pour valider son titre d'ingénieur. Et en fait, sa thématique, ça avait été la recherche et l'étude de nouveaux matériaux pour remplacer l'amiante au niveau des embrayages. Voilà. Mais là, c'est un peu top secret. Hein. Là, c'est vraiment dans les matériaux et tout, c'est compliqué. Alors ensuite, sur les embrayages, notamment les embrayages multidisques, donc on va parler de ça. Donc c'est pareil que pour les limiteurs de couple à un moment donné où on va pouvoir utiliser plusieurs disques, c'est-à-dire qu'on va réduire l'encombrement radial. En encombrement axial, on sera un peu moins bon, mais généralement c'est plutôt l'encombrement radial qui est pénalisant. Donc on va avoir soit un fonctionnement à sec, soit un fonctionnement dans un milieu humide, enfin un milieu lubrifié, plus exactement, dans l'huile. Ok, par exemple, j'ai des boîtes de vitesse à commande automatique. Je mets des embrayages pour solidariser des roues dentées avec les arbres. Et en fait, les embrayages, ils travaillent directement dans l'huile. Et après, sur les composants utilisés, soit c'est du bronze frité, soit c'est du fer frité. Ok, vous allez avoir les deux. Donc, si vous regardez des docs constructeurs, généralement, on vous l'indique ça. Donc ici, sur l'influence, là, ce qu'on dit, là, pour avoir une meilleure. Ce qui est important là, de comprendre, c'est qu'on pourrait se dire si je veux transmettre un gros couple, j'ai intérêt à avoir une adhérence la plus importante possible, un frottement le plus important possible. Oui et non. Parce que si je gagne en couple, je perds énormément aussi en énergie calorifique à évacuer. Et ça peut poser vraiment
de gros problèmes. Donc on retombe sur cette histoire d'énergie calorifique à évacuer. Donc ça c'est pareil, c'est un paramètre qui est pris en compte dans les docks constructeurs. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour les calculs d'embrayage avec les docks constructeurs, on le fera au semestre 4. On y va graduellement. Au semestre 3, on a une première approche comme ça. Et au semestre 4, on va un petit peu plus loin. D'accord? Donc là, d'où l'idée que pour augmenter, ça reprend ce que je vous disais juste avant, pour augmenter le couple transmissible, on va plutôt augmenter le nombre de disques. D'accord? Et comme on a généralement deux faces pour chaque disque, ça fait 2 N faces au total. OK? Alors après, on est quand même limité sur le nombre de disques, parce qu'on se rend compte que, par expérience, que dès qu'on a plus de 5 disques, eh bien, on a la difficulté pour avoir une pression de contact également répartie sur tous les disques. OK? Alors, on va reprendre ça. Alors, attendez, bougez pas. Voilà, c'est bon. Je vérifie l'heure à laquelle je dois terminer. C'est pas encore, c'est bon. J'ai encore 1 heure, c'est cool. J'ai encore 1 heure, donc on va avoir le temps de voir pas mal de choses. C'est bien. OK, donc là, après, justement, tiens, je parlais de choix d'embrayage à partir de constructeurs. Donc, on verra ça ensemble. Donc, l'idée, c'est quand même de se baser sur les deux constructeurs. Ce que je conseille toujours, c'est que ce soit pour un embrayage friction ou pour d'autres éléments, même si vous avez à un moment donné un accouplement un peu particulier à choisir, un joint de cardan ou ce que vous voulez, c'est bien de se faire une idée, d'établir un cahier des charges avec les données physiques qu'on connaît, et puis il faut contacter l'entreprise. Et puis peut-être commencer par utiliser la doc constructeur fournie par l'entreprise, et en ayant préparé le travail comme ça, contacter après la société. Donc là, qu'est-ce qu'il faut en fait connaître? Il faut avoir une idée du couple nominal à transmettre. Donc là, on peut en fait mettre en place des coefficients de sécurité, comme on a vu aussi pour le calcul des poulies courroies, en fonction du type de moteur qu'on va utiliser, en fonction de la charge entraînée, est-ce qu'il y a un couple résistant constant ou pas, etc. etc. D'accord? Donc là, et aussi en fonction de l'inertie aussi. Donc là, il y a une partie qu'on va appeler couple dynamique. Donc ça, c'est lié à l'accélération. C'est le PFD, mais avec, lorsqu'on a un solide en rotation, somme des moments égale à jθ point point. Vous voyez ça avec Joseph Apsi. Et des couples statiques, c'est ce que je vous disais, voilà, à un moment donné, j'entraîne tout, mais je suis en régime établi. Est-ce que je vais avoir un choc? Est-ce que je vais avoir un couple qui va varier? Voilà. Il faut contrôler la durée du glissement. Il faut que le patinage au début ne dure pas trop longtemps, parce que sinon ça va chauffer et ça risque de détériorer mon embrayage. Il ne faut pas griller l'embrayage. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo rigolote avec une vieille Renault 5, enfin une Super 5 je crois, plus exactement, qui tracte une caravane en montagne. Ben ça chauffe de tous les côtés, on voit que ça fume, c'est l'embrayage qui prend tout. Et à un moment donné, il lâche, il n'y a plus rien qui transmet. Et il y a la voiture qui recule dans un ravin avec la caravane. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est vraiment une illustration du comportement d'un embrayage, mais à l'extrême. Et donc, il va falloir vérifier, donc c'est justement cette dissipation calorifique à partir de graphiques fournis par le constructeur. Alors, dans les embrayages, il y en a plusieurs sortes. Donc, l'embrayage que vous voyez là, c'est un embrayage qui fonctionne par l'énergie centrifuge. Vous voyez, donc je fais tourner là, et avec ce système-là, plus je vais tourner vite, et plus je vais entraîner mon système, et là cette partie-là, plus je vais venir écraser ici le disque. OK? Donc avec aussi ici éventuellement une commande où je viens appuyer, je viens tourner là, et je viens tourner, et j'écrase tout l'ensemble. Et je transmets donc une puissance entre ça
et ça. Alors là, vous avez des disques intermédiaires, là, les plus gros, qui sont reliés ici par des cannelures. Donc là, ça fait des liaisons glissières avec la partie du bas. Et la partie du haut, on va utiliser des disques là, qui sont reliés avec la partie du haut, là. Pareil avec des cannelures, des liaisons glissières. OK? Donc ça, voici une manière de... alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, c'est bon. Alors, là, on va rentrer un peu plus là-dessus. Donc ici, l'idée, c'est... alors, si je vous montre, si je fais un zoom et que je change de... Je vais faire un test avec un surligneur. Je voudrais vous montrer des choses en zoomant. Et je vais carrément zoomer là-dessus. Allez, voilà. Et là, je peux pas écrire, là, quand je zoome. Ah non, non, il veut pas. Ah, c'est pénible ça alors. Bon. Je vais essayer de le faire comme ça, tant pis. Ou alors je fais sur ma tablette là. Alors attendez, je vais essayer quand même de le faire comme ça, vous me direz si ça vous va. Sinon, on le reprendra s'il faut, hein. Voilà, pardon. Donc là, l'idée, c'est de transmettre de la puissance entre cet élément-là. Vous voyez, je vais prendre directement sur l'exemple de montage parce qu'on voit mieux en fait. Sur cet élément-là, je pourrais faire... Alors attendez, j'ai pas la main. Voilà, j'ai repris la main. Je vais lancer ici un tableau blanc. Voilà. Je vais mettre là. Vous voyez mon tableau blanc là, je suppose, je vérifie. Parfait. Et là, je vais plutôt faire comme ça parce que sinon ça m'agace. Ça m'agace. Là, je vais zoomer. Je vais me faire une capture. Ça arrive en fait. C'est que je fais ma petite cuisine là. Voilà. Je vais ici faire ma petite capture d'écran. Voilà. 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 Bon. Alors ici, quand je suis là, voilà, que je vous vois. Ici, je vais prendre là. Ici, l'idée, c'est de transmettre de la puissance entre l'arbre ici, là, entre cet arbre-là, OK, et puis cette partie-là, OK. Là, entre les deux, vous avez des roulements. Donc la puissance, elle passe par où? Elle passe par la clavette, ici, là, je vais arriver ici. Ici, j'ai un empilement de disques. Donc je vais avoir des disques qui vont se positionner sur cet élément-là sur lequel je fais un cercle rouge là. Eh bien, il y a des cannelures extérieures là. Donc les disques, j'ai des disques, donc les disques sont intermédiaires là, vont être reliés aux cannelures extérieures. Et puis, alors je vais changer de couleur pour la sortie. Voilà, je mets en vert. Ici, je vais récupérer après un couple sur les disques. Alors, sur les disques ici, je vais récupérer une puissance sur les disques, sur les autres disques ici, qui eux ont des cannelures et vont se positionner à l'extérieur, vont se positionner sur cette pièce-là, cette pièce-là, verte. Cette pièce-là, là, elle a des cannelures intérieures, pardon.
Donc je vais avoir une liaison glissière entre cette pièce-là verte et puis les disques. Et entre les deux disques-là, j'ai une transmission de puissance par adhérence. Et donc je vais passer entre le rouge et le vert par l'intermédiaire ici de ces disques-là. Alors pour que ça puisse fonctionner, il faut venir écraser les disques. Comment je fais pour venir écraser les disques? Eh bien en fait, je vais changer de couleur. La pièce que j'utilise pour écraser les disques, c'est celle-ci. Et la pièce que j'utilise pour que je n'écrase plus les disques, ce sont des ressorts. Là, il y en a un en bas là. Ouais. Mais là, en fait, je vais en avoir plusieurs qui vont appuyer sur cette pièce-là. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais prendre ça. J'amène ici de l'air comprimé. Cet air comprimé, regardez où il part. Alors là, c'est bouché, hein, de ce côté. Il passe par là, il passe par là, il passe par là, et il vient dans cette chambre-là. OK? Donc là, vous regarderez. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que c'est aligné? Oui, si ça a l'air aligné. Et là. Et en fait, cette pièce-là, ça agit comme un piston. Vous voyez, ça peut se déplacer là. Je peux déplacer cette pièce-là à gauche en venant écraser les ressorts, et puis après les ressorts déplacent tout l'ensemble vers la droite. Ce qu'on n'a pas représenté sur le dessin, là, je vais le faire en rouge, parce que je fais en rouge, mais parce que c'est là, ici, là, vous voyez, là, et là, je mets un joint torique. Là, c'est des gorges pour recevoir des joints. Et pareil ici. Donc, si vous regardez bien, le fait de voir ces joints-là, ça vous permet de voir que l'air comprimé qui est ici ne peut pas aller plus loin que là, et ne peut pas aller plus loin que là. Donc là, j'emprisonne de l'air. OK? Donc voilà, une fois que j'ai compris ça sur cet élément-là, à mon avis, c'est plus facile à piger sur ça. Là, on a là cet élément-là. Attendez que je revienne sur le bibibi. Là, cet élément-là, c'est l'élément que je vois monter ici. OK, avec la prise d'énergie pneumatique à ce niveau-là. Mais là, c'est nu. D'accord? Il faut monter un élément extérieur là, et il faut venir se positionner là avec ici une clavette intérieure. Ah oui, la clavette intérieure, ben oui, on voit ici qu'on va avoir un élément claveté. OK? Donc ça, c'est un premier élément. Et on retrouve ici la même chose. D'accord? Alors tout à l'heure, c'était... Voilà, c'est... Attendez, pardon. Là, j'ai dit pneumatique, c'est hydraulique. Là c'était une commande hydraulique. C'est pareil en pneumatique. On va retrouver la même chose en commande pneumatique. Alors là, l'intérêt, c'est que, vous voyez, on attaque par le centre. Comme ça, on n'a pas d'éléments qui tournent. On attaque par le centre. Et là, on voit bien les deux joints toriques, cette fois-ci, sont bien représentés. Et pareil, je viens écraser cet élément-là. Et comme ça, je peux transmettre la puissance entre l'arbre là, et puis cet élément-là en sortie, pardon, l'arbre là et l'élément en sortie là, par l'intermédiaire des disques et des cannelures qu'on a à droite à gauche. Ok, donc là, alors là, on va aller un petit peu moins loin. Normalement, un couple transmis pour des surfaces équivalentes, tout simplement parce que la pression pneumatique est plus faible que la pression hydraulique. C'est tout. Voilà, donc ça c'est la partie conception. Alors sinon, si on devait regarder le montage, hein, voilà, on vient tout empiler ici, tout ça, voilà, ça bouge pas par rapport au reste. Et après, ça, on sépare bien ça du reste. Alors, un embrayage électromagnétique à poudre. Alors, l'embrayage électromagnétique à poudre est un peu particulier. Parce que là, en fait, ce qu'on va faire, on va utiliser un électroaimant. Alors, attendez, je vais faire pareil, je vais faire un zoom. Zut. Oh, oh. Alors, une en arrière. Voilà. 2 minutes.
Voilà, j'augmente un peu. Je viens ici. Alors, l'idée ici, c'est de transmettre la puissance entre, pourquoi ça le bouge, entre, parce que j'utilise la souris, c'est pour ça que ça le bouge, entre ça, là, et puis, je change de couleur, ça, cette pièce-là, ok, là. D'accord. Donc là, l'idée, c'était d'utiliser ça pour pouvoir démarrer un véhicule. Donc là, vous avez un pignon d'attaque. Vous venez entraîner ça avec un démarreur. Et l'objectif, c'est de venir entraîner l'arbre moteur pour entraîner le moteur. Si vous regardez la doc constructeur, c'est ça. Donc la transmission de puissance, elle va se faire comment? Elle va se faire depuis là. Je passe par là. Tout ça, là. Et j'arrive comme ça, là. Vous voyez, là? J'arrive là. Et là, il n'y a pas de contact. Et pourtant, je vais traverser le tout comme ça, là. Je vais arriver là. Et je vais ressortir comme ça. Alors comment? Pourquoi? Ben, en fait, si je zoome ici, alors je vais zoomer en dessous, ici, et bien là, vous avez certaines pièces que je vais repérer en rouge, là. Vous voyez là? Vous avez ça là, noir, là, comme ça, là, ça, avec des petites plaques comme ça, là, en plus. Voilà, là. Ben, en fait, ici, à l'intérieur, je vais mettre des points, partout à l'intérieur, là, on a de la poudre. On a de la poudre, des billes en acier, hein. Et ces billes en acier, bon, elles sont libres. Elles sont libres à partir du moment où je n'active pas cet élément-là, celui-ci. Alors, je vais changer de couleur. Cet élément-là. Cet élément-là, c'est un électroaimant. C'est une bobine. Et en fait, selon l'intensité que je passe ici, je vais avoir un champ magnétique plus ou moins important. Et le champ magnétique, il va agglomérer les billes parce que on va entraîner les billes les unes sur les autres et ça va serrer. Et arrive à une certaine valeur là d'intensité, ça sera, j'aurai carrément quelque chose de contact. En gros, c'est comme si j'avais un fluide et que je maîtrisais la viscosité du fluide avec, en réduisant la température. Plus la température est basse, plus le fluide est visqueux. Et puis à partir d'une certaine valeur de température très basse, mon fluide gèle. C'est un peu ça l'idée. Et en gelant, je pourrais transmettre la puissance entre les deux éléments directement comme si ce n'était qu'une seule matière. Et bien c'est ce qui se passe avec un embrayage à poudre. Ok, alors attendez, je reviens sur ça. Donc là, c'est ce qu'on... Voilà, c'est ce qui est expliqué ici, là. Hein. Là vous relirez ce qui est écrit, mais c'est ce qui est expliqué ici. L'avantage de l'embrayage à poudre, c'est que, alors ça coûte un peu cher, mais par contre, je suis capable de piloter ça. Je peux calculer, je peux vraiment piloter le couple que je veux transmettre. Et puis, arriver à une certaine valeur de couple, selon ce que je mets comme puissance, comme intensité électrique en commande, eh bien, je vais limiter de cette manière le couple à transmettre. Je vais patiner. C'est comme si j'avais un embrayage qui patine, sauf qu'avec un embrayage entre guillemets classique tel qu'on l'a vu avant, c'est un peu plus difficile à maîtriser, alors que là j'y arrive mieux puisque je suis capable de jouer sur l'intensité qu'on va avoir au niveau de la bobine. Ok, alors attendez que je vous retrouve. Voilà, c'est bon. Je reviens sur ça. Voilà. Alors, ici une petite animation. Alors des animations, si vous allez sur YouTube, vous en allez trouver plein. Alors donc là, juste pour vous montrer, alors donc là c'est quelque chose de classique et c'est ce qu'on va voir par exemple sur une voiture. Hein. Donc là l'idée, sauf que là on met plusieurs disques. Donc là il y a des surfaces de friction comme il dit, donc l'arbre, donc ça c'est l'arbre par exemple de sortie. Là c'est les toutes petites surfaces voilà, de friction. Ensuite je vais montrer mais j'ai plus le... Ouais. Le temps que je me réveille.
marchait plus là. Alors attendez, je vais essayer de le remettre au début. Voilà. On va le relancer. Voilà, pardon, excusez-moi, je voulais vous montrer des choses, mais je montrais dans le vide. Donc là, voilà, vous allez voir, il y a aussi des systèmes de ressorts qui permettent de maintenir un effort presseur. Il faut toujours avoir un effort presseur. Donc ici, je mets plusieurs disques. Là, l'arbre de sortie. Et puis vous allez voir, donc ces petits éléments orange-brun, là, donc c'est les surfaces de contact, les surfaces de friction. Donc là, c'est pour une partie des disques. Et puis vous allez avoir d'autres disques de l'autre côté, voilà, qui arrivent. Voilà. Et là, on retrouve ici toute la partie un peu cannelée, vous voyez, là, ce dont je vous parlais, qui vient se positionner sur une partie extérieure, voilà, par des cannelures complémentaires. Et donc, la puissance est transmise par l'intermédiaire alors, dans un premier temps, ici, par des cannelures intérieures, puis après, par l'intermédiaire des surfaces de friction entre les deux disques, et après, par les cannelures extérieures. Et le fait d'avoir des cannelures, ça permet d'avoir de cette manière-là un déplacement des éléments. Donc là, c'est les... Et l'effort axial, voilà, il est créé par des efforts, par des ressorts, pardon. Ok, donc là, les ressorts appuient. Hop, et là, je ramène tout. Alors là, c'est des efforts de traction. Là. On vient accrocher les ressorts. Et voilà. Il peut y avoir tout un tas de technologies différentes, mais le principe, c'est toujours le même. Voilà, débrayer. Et puis, on va voir après embrayer. Embrayer. Vous avez vu la commande ici? Donc là, en fait, il suffit de tirer là-dessus. Alors après, j'en ai une autre là. Donc, même principe. Hein. Voilà, on voit les disques qui sont empilés les uns par rapport aux autres. C'est toujours le même principe. OK, et puis je transmets la puissance entre un organe et un autre. Celui-ci est très rapide, cette animation. Et celle-ci, un petit peu plus longue. Donc là, cette fois-ci, je commande l'ensemble avec un électroaimant. Là, je vais transmettre la puissance entre l'arbre et la poulie. Et en fonction de l'électroaimant, de la commande électroaimant, j'entraîne ou pas. Donc là, je suis embrayé, et là, je ne suis pas embrayé. Voilà. Donc on va voir un peu dans le détail. Donc là, il y a un repère, hein, on voit bien là qui tourne. On voit bien que l'arbre tourne. Alors, donc après, les applications, on peut trouver des applications un peu partout. Là, on a aperçu un trait cycloïdal. Voilà, et donc là, c'est ça qui est le plus intéressant. Et donc là, on retrouve bien, ici, l'électroaimant, une première partie ici. Donc là, on veut transmettre la puissance entre ça et ça. Donc entre le rotor, et là, la partie extérieure, et entre les deux, voilà, ça va un peu vite, on avait tout l'ensemble des disques. Je vais revenir un peu en arrière, là. Je peux pas revenir en arrière? Peut-être que je vais faire ça. Voilà, je vais revenir un peu en arrière, je suis désolé. Je fais une pause, et là, on voit bien, ici, en violet, est-ce que je vais pouvoir... Ici, en violet, on retrouve ces disques-là, qui sont les disques... ah non, pardon, ça c'est autre chose. Ces disques-là, voilà, qui sont les disques équivalents. Et puis là, les autres disques-là, en plus gris, là, un petit gris un peu moins foncé, eh bien, ce sont les disques complémentaires aux autres. Et entre les deux, là, vous avez des éléments qui séparent. Ces éléments-là sont des ressorts, en fait. Vous voyez, ce sont des rondelles un peu ondulées. Et c'est ce qui fait que les éléments se séparent après.
Il faut qu'il y ait un ressort ou quelque chose qui sépare les disques si on ne veut plus transmettre la puissance plus tard. Zut. Ah, je vais vous donner le mal de mer. On revient, voilà. Voilà, donc là l'idée c'est de montrer ce qui se passe. Pourquoi il ne tourne pas? Voilà, en fonction de la commande, là je suis à 24 volts, et là je vais embrayer. Voilà, donc ça fonctionne toujours sur le même principe. OK. Voilà, donc quand je pilote ou quand je pilote pas, voilà, je vais venir entraîner ou pas les éléments. Si vous regardez sur le net, encore une fois, vous allez trouver pas mal d'animations et il y a des animations qui sont très bien faites. Vous avez quand même cet avantage par rapport au moment où on était étudiant. Donc là, j'entraîne. Et puis là, hop, sous l'effet des ressorts qu'il y a entre les disques sont décollés les uns des autres, donc j'entraîne plus à partir du moment où la bobine n'est plus alimentée. Voilà. OK. 53, bah c'est bien. On en est arrivé au frein. J'ai bientôt terminé sur cette partie-là. Donc sur les freins, donc l'idée, un frein c'est comme un embrayage. C'est quoi la différence? Un embrayage c'est fait pour transmettre de la puissance entre deux pièces qui tournent par rapport au bâti. Alors qu'un frein, l'idée, la fonction d'un frein c'est de lier une pièce qui tourne normalement par rapport au bâti, mais à un moment donné de la relier au bâti. Exemple, le frein d'une voiture, sur les voitures, c'est ce qui permet de relier les roues au châssis du véhicule. Donc on empêche de cette manière-là la roue de tourner par rapport au véhicule, par rapport au châssis. Voilà, donc ça doit être... Voilà, donc ça, l'idée c'est ça. Ok, donc là, fonction principale, ralentir, éventuellement arrêter un élément. Fonction secondaire, maintenir un élément en position. C'est ce qu'on verra sur le TD, sur le treuil. L'idée, c'est pas se recevoir la charge sur la tête. Empêcher un démarrage inopiné aussi, évidemment. Arrêt de sécurité, donc là, on peut avoir des freins à manque de courant ou des freins à manque de pression. Si vous prenez les trains, par exemple, on utilise l'énergie pneumatique et quand il n'y a plus de pression dans un circuit, eh bien, le frein est activé. Il faut en fait mettre toujours sous pression le circuit pour que le frein ne soit pas activé. C'est un élément de sécurité. Position de frein dans la chaîne cinématique. Souvent, on le met le plus près possible de l'élément dont on veut provoquer le ralentissement ou l'arrêt. Donc derrière, c'est pour éviter de répercuter les chocs, par exemple, sur les éléments intermédiaires. Pour une raison évidente de sécurité, c'est si jamais j'ai entre les deux, j'ai un élément qui a une faiblesse. Alors après, il peut y avoir des exceptions. Et on verra ça justement dans le TD. OK. Alors, le dispositif freinage crée un couple résistant qui s'oppose au mouvement. Ben oui, ça c'est lié aux histoires de frottement. OK, dans les classifications, il y a plusieurs types de freins. Donc nous, on va juste étudier dans le cours, uniquement étudier les freins qui permettent de transformer l'énergie mécanique en énergie de chaleur avec du frottement. Parce que sinon, je peux avoir des freins qui vont utiliser des systèmes hydrauliques. Vous savez, avec un limiteur de débit, par exemple, je vais jouer sur un limiteur de débit, ou qui vont jouer sur des courants électriques induits. Donc là, c'est ce qu'on appelle les freins de Telma, c'est ce qu'on retrouve sur les cars, sur les camions, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu ça en terminale.
À une époque, ça se voyait, ça. Donc l'idée, alors la classification des freins, elle met quoi en jeu? Alors donc là, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir en gros deux types de contacts. Un contact radial, un contact axial. Le contact axial, ça ressemble à ce qu'on a vu avant. D'accord? Je vais avoir des freins monodisques ou multidisques. Donc c'est ce qu'on a avec les plaquettes hein, sur une voiture. Ou les contacts radio. Alors c'est dans les voitures, on va avoir des freins à tambour, ce qu'on appelle les freins à mâchoire. Les freins à sangle, c'est-à-dire que j'utilise tout simplement une sangle, un tissu, hein, et je viens l'appliquer sur le porteur d'une pièce qui tourne, et quand je veux freiner, je tends la sangle. Et le frottement entre la sangle, et la sangle évidemment est reliée au châssis, et le frottement entre la sangle et la pièce qui tourne fait que je crée un couple résistant et ça freine. Et le frein à sabot, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ben on a ça sur des wagons, sur tiens, quand on regarde les VO western, par exemple, on a les freins à sabot sur les charioles, des choses comme ça. Alors après, ce qui peut permettre de classer aussi les freins, c'est le type de commande extérieure. Donc soit mécanique, soit électromagnétique, soit hydraulique, soit pneumatique, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur les embrayages. Et puis soit la commande elle provoque le freinage, soit la commande supprime le freinage. D'accord? Donc là, on est dans le cas d'un frein de sécurité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour les trains et les wagons, si j'ai une pression dans le circuit, c'est bon, je ne freine pas. Et cette pression, ben, ça veut dire que ça craint, donc on préfère arrêter le train alors qu'il arrive. Et voilà, on retrouve les différents types là. Donc là, vous voyez, retrouver le frein à sangle, avec la sangle là, qui entoure tout l'ensemble. Alors évidemment, le couple de freinage, il dépend de la largeur de la sangle et aussi de l'angle d'enroulement. Les freins à tambour, là j'ai un point fixe de part et d'autre, et je viens ici avec un piston appliquer un effort sur les freins à tambour. Alors généralement, c'est un peu moins fiable que ce qu'on trouve sur les freins à disque. Donc ça serait voilà. Donc avec ici le disque, les plaquettes qu'on va voir là, j'ai un piston et je viens appuyer dessus. Ok, avec un système qui permet de régler la position de ce piston selon l'usure de la garniture. Et puis des freins à sabot. Voilà, vous voyez, donc là je prends de part et d'autre et je vais me prendre en sandwich l'arbre qui tourne, mais de manière radiale. Alors, différence entre frein et embrayage, ben, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Coupe de freinage est créée entre l'élément arrêté et un élément fixe. La commande est plus facile à mettre en œuvre quand un élément est fixe. Oui, c'est vrai. Le temps de glissement est plus important. Ah ben oui, donc là, il faut faire attention. Là, on a vraiment de l'énergie calorifique, c'est ce qu'on recherche. Là, on recherche vraiment l'énergie calorifique parce qu'on transforme l'énergie cinétique en énergie calorifique. Donc là, il faut absolument faire attention à la ventilation du frein pour qu'il ne grille pas. On vous a tous dit que quand vous descendez un col de montagne, il ne faut pas rouler au point mort. Parce que si vous roulez au point mort, il n'y aura que le frein qui freinera votre voiture. Et à force d'utiliser, quand vous allez arriver en bas, vos plaquettes seront tellement chaudes que vous n'aurez plus les propriétés de coefficient de frottement tel que ça a été prévu au début. Et vous n'aurez plus de frein. C'est comme si vous n'aviez plus de frein. Voilà. Donc là, on fait attention à ça. Et puis, phénomène d'usure qui est inévitable, bah oui, donc il faut changer les éléments, il faut des fois régler la position des éléments, etc. Quels sont les paramètres à étudier? Donc, le couple de freinage maxi du frein, donc on verra ensemble ça, hein, pendant le TD, parce qu'en fait, on va étudier un frein. Quel est le temps de freinage souhaité? Donc là, attention, ça va. Cette valeur-là, elle dépend de la décélération qu'on veut avoir. Et puis la puissance thermique. Donc là, vous voyez, on retrouve les éléments qui font qu'on va pouvoir dimensionner un frein. Bon, on verra ça un peu mieux au semestre 4, c'est un peu kiff-kiff aux embrayages. Et là, on retrouve donc un exemple de frein qui ressemble beaucoup à un embrayage, hein, sauf que j'ai une partie fixe. Vous voyez, ça, c'est une partie fixe. Là, je me retrouve avec une partie fixe aussi, heureusement, c'est la partie bobine. Là, j'ai les ressorts. Ces ressorts, ils jouent sur quoi? Sur cette pièce 6, là.
Et on se rend compte que sur cette pièce 6, je vais venir là, jouer sur l'empilage des disques. Les multidisques sont là. Donc une partie des disques est reliée à la pièce 1, une partie des disques est reliée à la pièce 2. Et en fait, la pièce 2, c'est celle qui tourne. Donc cette pièce tourne, pardon, là, je montrais le bâti là. Cette pièce tourne. Et en fait, quand j'actionne les disques, ça me permet de relier l'arbre à tout simplement cette partie-là. Cette partie-là, elle est reliée au carter. Donc c'est bien un frein. Donc je relie une pièce qui tourne au carter. Et une fois que j'ai arrêté, donc c'est en actionnant, pardon, c'est en alimentant la bobine que je viens écraser ici de cette manière-là les disques en attirant la pièce là. Et lorsque j'arrête d'alimenter la bobine, le ressort ici vient libérer les freins. Donc c'est un frein, ça n'est pas un frein à manque de tension, c'est un frein avec de la tension. Je mets en place une tension pour freiner. C'est pas un frein de sûreté. Et on a terminé d'ailleurs. Ah oui, j'avais bien zizouné, c'est la fameuse. Voilà, donc là j'ai terminé la partie court. Alors c'est pas forcément évident, il est 15 heures. J'ai un petit peu de temps. Si vous voulez, ce que je peux faire, je peux reprendre un peu mieux ça, si vous le souhaitez, cette partie-là. Est-ce que vous voulez que je reprenne un peu ça ou ça ira? S'il y a quelqu'un là? Allô, allô, allô? Vous êtes là? On vous entend. Vous voulez que je le reprenne ça? On le reprendra quand même, mais je vais le reprendre. Alors. Bon, je vais carrément prendre notre tableau blanc. Alors, je vais essayer de faire des schémas. Je me repositionne bien. Je vais utiliser ici ça. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, à un moment donné, là, hein, j'ai, alors, ici, alors je suis où? Non, là, voilà. Ici. Ah, ça c'est pas génial. Là. Alors, attendez, bougez pas, excusez-moi. Je vais changer quelque chose. Là, vous voyez plus rien, c'est normal. C'est normal, c'est normal. J'arrête de partager mon écran, je vais partager l'autre écran. Et je vais me débrancher de cet écran-là. Je refais mon branchement. Sinon, en fait, je ne pouvais pas utiliser la tablette sur tout son ensemble. Je l'utilisais vraiment que sur la moitié de la tablette, déjà qu'elle n'est pas très grande. Voilà, on va recommencer. Cette fois-ci, je vais partager ça. Voilà. Et voilà. C'est bon, vous voyez? C'est bon. Alors, donc ici, première chose, je veux transmettre de la puissance au niveau d'un contact d'une garniture. La garniture, elle va voir cette tête-là. Elle va voir cette tête-là. Qu'est-ce qu'il va faire ça? Non, zut. Là. Ça. Oh là là. Oh là là. Mais c'est pas vrai, hein. J'ai pas une tablette tactile. Là. Voilà. On se moque pas. Pourquoi ça part de travers là? Ça part vraiment de travers aujourd'hui là. Voilà. Voilà. Ok, on a ça. Donc là, on a, par rapport à ça, ici, un diamètre extérieur. Ici,
un diamètre intérieur. OK? Alors en fait, ce qu'on fait, on vient se positionner, on vient voir ici ce qui se passe sur un petit élément. On va récupérer ici un petit élément, là, mais ce petit élément, on va dire, je viens prendre un petit élément, comme ça, mais ce petit élément, on va le mettre ici à une valeur alpha. Et ce petit élément, quelle tête il a? Ben, en faisant un zoom, ce petit élément, il va avoir cette tête-là. OK? Voilà. Ça, c'est mon élément. Zut. Ça, ce trait-là, c'est celui-ci. Ce trait se situe à alpha. Et en fait, par rapport au centre là, je vais définir un peu, comme je dis, une part de vache qui rit. Là, j'ai un petit angle d alpha. Et ici, j'ai une petite épaisseur, mais cette petite épaisseur, elle se situe sur le rayon. Parce que là, je vais positionner sur un certain rayon. Mon élément là, je vais le mettre là. Je viens prendre un petit élément ici, qui est ça, qui situe un rayon R. D'accord? Donc là, je vais avoir un petit élément dr. OK? Donc là, ce qu'il faut, c'est à un moment donné, calculer la surface du petit élément. La surface élémentaire. D'accord? C'est la surface élémentaire. Que vaut la surface élémentaire? La surface élémentaire ds, ça vaut quoi? Ça vaut l'arc, la valeur de l'arc, de la longueur de l'arc. La longueur de l'arc multipliée par l'épaisseur. D'accord? Et la longueur de l'arc, elle est où? Ben, la longueur de l'arc, si je suis là, c'est ça la longueur de l'arc. De là, hop, à ça. C'est ça ma longueur d'arc. Ah, mais en fait, cette longueur-là, elle dépend du rayon et de l'angle. Mais le rayon, je sais que je suis à R. Et oui, mon élément est situé à R, un rayon R. Et mon angle, il vaut d alpha. Donc la longueur de l'arc, c'est R fois d alpha. Et si vous faites varier alpha de 0 à 2pi, vous avez eh bien, la circonférence d'un cercle. Ah ben oui, c'est 2pi fois R. Donc là, on retrouve donc ds qui vaut la longueur de l'arc, donc R fois d alpha, multiplié par l'épaisseur. Ah oui, mais l'épaisseur, je l'ai ici. C'est dr. Donc là, R fois d alpha, vous trouvez quelque chose. Ici, ça, c'est une distance. Un angle exprimé en radians, multiplié par un rayon, exprimé en mètres, ça vous donne des mètres. dr sont des mètres. Des mètres fois des mètres, ça vous donne bien des mètres carrés. OK? Donc en fait, ça, je peux le réécrire en disant, ben, en fait, ds, je le réécris autrement, en associant les éléments entre eux, le RDR et le d alpha. Mais l'origine, c'est ça. Je ne sais pas si tout le monde avait bien pigé ça. En tout cas, j'espère maintenant que vous l'avez mieux pigé. Ok, c'est bon ça? Alors de là, je vais en tirer quoi? Mais je vais en tirer ici les forts tangents. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les forts tangents. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, si je connais, alors je vais me mettre ailleurs là. Si ici, par exemple, je connais les forts tangents, on va dire que ça, c'est l'équivalent là. Un petit effort tangent là, ce petit effort tangent va me donner un petit couple. Et ce petit couple, en fait, c'est l'effort tangent fois le rayon. Ah oui, en fait, je sais aussi que le couple élémentaire que je vais avoir, c'est D de C, c'est égal à le bras de levier, c'est-à-dire le rayon R,
que multiplie D de T. D'accord? J'aurai la même chose. Si je connais un effort tangentiel, quel est le couple? C'est l'effort tangentiel fois le bras de levier. Le bras de levier, c'est le rayon. Sauf que là, ce n'est pas un effort tangentiel, c'est un petit élément. C'est un effort tangentiel, mais élémentaire. Donc c'est D de T que multiplie le rayon fois D de C. Mais D de T vaut quoi? Mais D de T, c'est fonction de quoi? C'est fonction. Alors je vais marquer fonction parce que fonction de quoi? Mais de petit f, ça c'est quoi? C'est le coefficient de frottement ou d'adhérence, si je suis en adhérence. Et ces fonctions aussi, alors donc adhérence c'est fonction donc du type de matériau utilisé, et du couple de matériaux, puisque l'adhérence c'est une histoire de couple de matériaux, il y a deux matériaux en jeu. Et c'est fonction de l'effort normal. Ah oui, c'est les ressorts qui exercent un effort. Eh oui. Mais cet effort normal, alors c'est quoi la relation entre les deux là? Je suppose que vous connaissez, non? Vous savez? Ouais, c'est bon? En fait, D de T, c'est F fois D de N. F c'est inférieur à 1, D de N est plus grande que D de T. Ça, c'est une histoire de frottement. C'est bon, tout le monde comprend ça, cette histoire-là? Eh, je reprends mon compte de frottement, là. Je vais essayer de faire ça, là. Voilà. Alors, je vais faire comme ça, là, plutôt comme ça, tac. Voilà. Là, c'est l'effort tangentiel, là, c'est l'effort normal. Ici, si vous vous situez à la limite du glissement, là, voilà, ça vous donne, à partir d'une valeur donnée pour n, vous allez avoir une valeur donnée pour t qui fait que vous allez être à la limite du glissement. Ce qui fait que quand vous avez une voiture, par exemple, qui est sur la neige, vous patinez. Une des manières pour vous sortir de la neige, c'est de venir mettre une charge supplémentaire sur la roue. Par exemple, un copain qui vient s'asseoir sur le capot, il s'assied au-dessus de la roue. Alors après, il faut y aller mollo, parce qu'il ne faut pas l'écraser, bien sûr, mais il s'assied sur le capot. En s'asseyant sur le capot, il augmente la charge normale. En augmentant la charge normale, on peut augmenter la charge tangentielle. Et en augmentant la charge tangentielle au niveau du contact entre la roue et, et le sol, en fait, ça revient à dire qu'on augmente le couple exercé par la roue. Et comme l'effort tangentiel est plus important, on peut arriver à arracher la voiture. Donc on retrouve ça là. Donc voilà, F, c'est F fois dn. Mais l'effort dn, c'est quoi aussi? Alors l'effort dn, c'est l'effort normal. Mais cet effort normal, c'est aussi la pression multipliée par la surface. F égale PS. OK, donc là, une fois que j'ai tout ça, je peux retrouver toutes mes billes que vous avez dans le sujet. PS, DS, je l'ai ici. DT, DN. Donc là, ça me fait DT qui vaut F fois DN, c'est-à-dire F fois P fois DS. J'ai remplacé DN par F fois DS. Et après, je prends DS qui vaut RDR dθ. Donc ça me fait dt qui vaut F fois P fois R fois dr. Ah mais moi ce qui m'intéresse c'est le couple élémentaire. Ah mais le couple élémentaire c'est R fois dt. Le couple élémentaire dc c'est R fois tout ça. Alors en fait c'est
F fois P fois R au carré, puisque c'est R fois R, fois dr fois d alpha. Et puis à partir de là, je peux faire mon calcul en disant, mais en fait, le couple global, ici, c'est l'intégrale du petit couple. J'intègre. Mais j'intègre quoi? Alors, F fois P, ce sont des constantes. On va dire que la pression est constante. La garniture, ça ne change pas en cours de route, donc c'est ça. Et après, je veux venir intégrer R de dr. Et je vais venir intégrer d alpha. D alpha, c'est facile, ça fait tout le tour. Ça fait tout le tour. Donc, je pars de 0 à 2pi. Et R, eh bien, R, je varie de R intérieur à R extérieur. Et donc, j'ai plus que ça à faire. Après, une fois que je suis là, c'est des maths. Avant, c'était de la physique. Maintenant, j'en suis au niveau des maths. Donc, ça me fait C qui vaut F fois P. Alors ici, l'intégrale de R2, c'est R3 sur 3. Je revarie de R intérieur à R extérieur. L'intervalle de 1 fois d alpha, hein, c'est alpha. Grand alpha. Je vais de 0 à 2pi. Alors là, il y aura une valeur qui vaudra 0. Vous savez que c'est 2pi moins 0. Donc en fait, du fait que la deuxième vaut 0, là je vais me retrouver avec 2 alpha. Et ici, je vais me retrouver avec R extérieur cube moins R intérieur cube, le tout sur 3. Je retrouve ça. On a bientôt fini. Hein. Voilà, ça fait F fois P. R, alors je vais l'écrire comme ça, extérieur au cube, moins R intérieur au cube, le tout sur 3. C'est ça sur 3 moins ça sur 3, donc je tout sur 3, le 3 pardon, fois 2pi. Donc le 2pi, je peux le faire passer de l'autre côté. Donc je trouve, si je le réécris, 2 tiers de pi fois F fois P fois extérieur cube moins R intérieur cube. Alors on a dû l'écrire autrement, parce qu'on a dû réécrire après la pression. Blam blam blam. Ah non, si vous le voyez, zut. Je voulais enlever, excusez-moi, alors que vous le voyez. Zut, là, vous ne devez pas le voir, je pense, par contre. Voilà. Je zizoune un peu, excusez-moi. Voilà. Donc là, en fait, par contre, on vient réécrire ici P. Vous voyez, on dit que P, c'est F sur S. Et S, ben, c'est pi R2 moins pi R2. Donc on retrouve là cette valeur-là. Si je connais l'effort je vais y arriver, l'effort axial. Donc si je connais l'effort axial, alors vous allez voir, au niveau, si on connaît l'effort axial, en F, moi je vais faire calculer P dans le sujet, et puis après je m'enquiquinerai pas avec la relation comme ça globale. J'aime pas utiliser les relations mathématiques comme ça, vous l'avez compris. Hein. Moi je préfère y aller tranquillement et puis comprendre physiquement.
ce que je fais. Donc vous verrez comment on va faire. On va arriver exactement au même résultat, mais sans avoir une relation comme ça aussi longue. Mais si vous regardez, si on connaît F, P, la pression, c'est F sur S. Et S, cette fois-ci, c'est S total, garniture. J'ai un effort axial, et cet effort axial, il va se répartir sur toute la garniture. Et S de la garniture, c'est pi R2 pour un disque. Donc là, comme j'enlève un bout, c'est le pi R au carré extérieur moins R intérieur au carré. Donc ça me fait P qui vaut F sur pi fois R extérieur carré moins R intérieur carré. On retombe donc sur la relation que vous avez, qui est de dire que le couple, c'est donc 2 tiers de pi fois F, ça ne change pas, ça dépend de la garniture, fois P. Ah, mais P, c'est F sur pi. Pardon. C'est F sur pi, donc pi dégage. F. Donc là, vous allez avoir F sur pi. Voilà, on simplifie par pi. Et là, je me retrouve avec extérieur carré moins R intérieur. Je manque le T là. Carré. Voilà. D'où la relation C égale à 2 tiers de F. Je multiplie grand F. Il manque quelque chose. Il me manque le R cube là aussi. Il me manque le R cube, 2 tiers de pi Fp. Et là, il me manquait R extérieur cube moins R intérieur cube, que je retrouve là. Cube moins R intérieur cube sur R extérieur carré moins R intérieur carré. Alors ça fait une relation un peu indigeste, alors que si on comprend physiquement, moi vous verrez en TD, je vous ferai calculer les éléments les uns derrière les autres, et ça sera beaucoup plus facile. Et on doit retomber sur la relation que vous avez dans le cours. Voilà, 2 tiers de F, il y a le pi qui a disparu, parce que je simplifie par pi à un moment donné. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Parce que là, j'ai fini. Bon, on verra après en faisant le TD. Mais si on reprend les éléments, on reprendra ça, hein, on le reprendra. Moi, je le referai ça de toute façon. Mais l'idée, c'est ça, c'est toujours être capable de repartir d'un élément de surface élémentaire comme ça, parce que je sais que j'ai une pression sur une surface, ça me donne un petit élément, etc. Après, je développe, quoi. J'intègre. Intégrer, c'est faire la somme, hein. Vous savez que le symbole de intégrale, c'est un S, comme somme. J'espère que vous le savez, ça. Ce symbole-là. Ce symbole-là, ça là, c'est une somme. C'est un S. S comme somme. J'additionne plein de petits éléments. Et ça me donne le résultat global. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais vous souhaiter bon courage pour le deuxième TD qui suit. Et le dernier avant le week-end, à moins que vous ayez cours demain avec les collègues de Texelis ou Monsieur Rafaillac d'ailleurs, je ne sais pas. Monsieur, allez, bon courage pour demain, même je sais que c'est pas toujours évident les samedis matins.